Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour les albums pour le primaire, pour le mois de décembre, pardon. Donc, on va commencer avec La Reine et les Trois Sœurs aux éditions Kaléidoscope. C'est vraiment une œuvre étrange. On commence avec la jeune Franca qui va subitement, brusquement, se sentir étrange. À l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui se passe, elle a une drôle d'impression. Puis, elle va aller partager cette impression-là avec ses deux jeunes sœurs. Puis, les deux jeunes sœurs vont l'accompagner dans sa quête. Elle a le sentiment qu'elle doit partir à la rencontre d'une sorcière. Donc, les trois sœurs vont quitter la maison familiale pour se rendre en forêt. En forêt, elles vont rencontrer toutes sortes de créatures étranges. Il y a même là, un parallèle à faire avec Alice au Pays des Merveilles. Les rencontres des créatures, ça ressemble beaucoup. Des insectes géants, des insectes qui parlent. Regardez ici la rencontre avec grand-mère araignée qui peut rappeler la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. Puis, finalement, elles vont rencontrer la reine et cette reine va ressembler très étrangement à la grande sœur. On peut même croire que ce serait son alter ego. Puis, les deux plus jeunes sœurs ne se sentiront pas nécessairement à leur place. Elles vont avoir envie de retourner à la maison et la grande sœur va rester pour vivre ce qu'elle a à vivre. Et heureusement, à la fin de l'œuvre, elle retourne auprès de ses sœurs, les rejoindre dans leur chambre et il y a vraiment quelque chose en elle qui est changé. C'est un très beau livre pour travailler l'interprétation. D'ailleurs, j'ai dû en discuter avec mes collègues pour être certaine de comprendre la profondeur de l'œuvre. Puis, on s'entend pour dire que c'est vraiment pour travailler la puberté, en fait, les changements à l'intérieur de soi, que ce soit dans le cœur, dans l'esprit, dans la personnalité. Donc, c'est vraiment une belle œuvre à travailler dès le deuxième cycle, je vous dirais, mais peut-être plus au troisième cycle pour aller vraiment en profondeur dans l'interprétation. Je poursuis avec Le Roi et l'Enfant, un chef-d'œuvre aux éditions Sarbacane. On a ici un conte avec un jeune orphelin qui va travailler à l'écurie du château et qui va rêver de devenir chevalier. Bien entendu, pour lui, c'est un rêve impossible. Il est seulement qu'un petit orphelin qui s'occupe des chevaux. Mais un jour, le roi va venir s'adresser directement à lui, jeune garçon de 10 ans, et va lui demander de l'accompagner dans une mission et d'être son unique chevalier. Le jeune garçon, ne pouvant rien refuser à son roi, prend un cours de 6 jours pour devenir chevalier et part à l'aventure avec le roi. Ils vont rencontrer toutes sortes d'obstacles. Le jeune garçon va combattre au mieux de ses connaissances, mais va aussi utiliser toute sa bonté pour les sortir de différentes situations. On se rend compte aussi qu'il a le pouvoir de parler aux animaux, donc ça va lui être utile pour se sortir du pétrin. Plus la quête avance, plus le roi se fatigue, plus le jeune garçon se demande le but de cette expédition-là, pourquoi lui, où est-ce qu'ils vont se rendre en fait. Puis j'ai envie de vous le laisser découvrir. Pourquoi est-ce que le roi l'a choisi pour cette mission-là? Où est-ce qu'il voulait le mener? Pourquoi lui, si jeune et si petit? Alors voilà, c'est vraiment une œuvre à découvrir. Très magnifiquement illustrée. Il va sortir dans 2 ans. Arsène Lupin en album. Quel bonheur! Alors, on est dans un univers d'enquête, on est dans un univers avec le personnage super attachant de Arsène Lupin, le voleur. Ça se passe sur un paquebot. Les passagers du paquebot apprennent que Arsène Lupin est à bord et vont mener l'enquête pour essayer de découvrir derrière les traits de qui se cache Arsène Lupin. Donc c'est illustré tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc. Attendez un instant. Attendez, monsieur. Regardez ici. Vous êtes déjà dans les réservations? On est dans le suspense jusqu'à la fin. Nous, comme lecteurs, on ne découvre pas non plus
le mystère avant la fin de l'œuvre. Donc, c'est génial pour travailler l'enquête avec les deuxième et troisième cycles. Bien entendu, c'est l'œuvre de Maurice Leblanc, mais qui a été légèrement adapté par Christelle Espier. Et dans le fond, c'est l'une des 9 nouvelles dans son recueil publié en 1907, Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Je poursuis avec la course de petits bateaux. Alors, une œuvre de Fred Pellerin. On est dans le village de Fred Pellerin, on est à Saint-Élie de Caxton. On retrouve les personnages qu'on connaît, Toussaint Brodeur qui est en charge du magasin général. Et Toussaint Brodeur va décider de faire une activité pour tous les enfants du village et leur demander de fabriquer des petits bateaux afin de faire une course de bateaux et de courir la chance de gagner un joli pot de bonbons du magasin général. Donc, tous les enfants peuvent s'inscrire, mais Toussaint Brodeur va faire une exception pour un adulte qui a un cœur d'enfant et va permettre à Babine de participer aussi à la compétition. Regardez ici Babine. Toussaint Brodeur, le cœur sur la main, va aussi accompagner Babine dans la fabrication de son bateau. Tu dis, quand tu fais des livres, normal, ça fait long, ça? Et le jour de la course, tout le village se rassemble à l'arrivée sur le pont afin de voir lequel des petits bateaux arrivera en premier. Tous les enfants sont très heureux de voir arriver leur bateau, tous sauf Babine qui, même après avoir attendu, ne verra jamais arriver son petit bateau. Il attendra tout l'été sur le pont et Toussaint Brodeur, bien triste de le voir ainsi, va penser à quelque chose de fantastique et il va l'amener dans le village voisin pour voir arriver un énorme paquebot qui porte le même nom que le petit bateau de Babine. Donc Babine, très émue, croira qu'il accueille son bateau et que celui-ci a grandi. Alors, très belle histoire qui vient nous toucher droit au cœur. C'est magnifiquement écrit et illustré. Je vous le recommande fortement. Je poursuis avec Peut-être, qui est un livre de Kobi Yamada. On est dans un livre sur la valeur de soi, sur la quête de l'identité, sur les talents qui sommeillent à l'intérieur de nous. Donc, je trouve que c'est un très beau livre à présenter aux enfants de tout âge. On commence l'œuvre avec la question, est-ce que tu t'es déjà demandé, toi, qu'est-ce que tu fais sur Terre? En fait, pourquoi tu es là dans ce monde? Et on va nommer toutes sortes de possibilités, de raisons pour lesquelles ça serait possible que tu sois ici dans ce monde. C'est peut-être pour inventer quelque chose que personne n'aura jamais imaginé. C'est peut-être pour aider les autres d'une façon que seul toi sais le faire. C'est peut-être pour être un aventurier, pour découvrir toutes sortes de choses. Alors, c'est vraiment un beau livre pour s'imaginer son futur et découvrir son identité. Ensuite, on y va avec Rouge, une histoire dans les collines de Stéphane Kiel. Donc, Stéphane Kiel a déjà fait Vert et aussi Blanc, qui sont deux très belles œuvres. Je vous présente Rouge aujourd'hui. Ça se passe dans une maison de campagne. C'est les vacances d'été. Il fait extrêmement chaud. On est en pleine canicule. C'est un jeune garçon qui est le narrateur. Il est très content que ce soit les vacances car il va retrouver sa voisine dont il est clairement amoureux. Ça va pas se passer comme il pense. La voisine ne semble pas vraiment s'intéresser à lui, alors que dans le passé, ils étaient très copains. Donc, on est à travers un peu la jalousie, la tristesse du jeune garçon qui voit sa voisine passer son été avec d'autres enfants que lui. Tout ça vient se bousculer par un événement dramatique. Donc, il y aura un feu de forêt.
Je vous disais au départ qu'on était en pleine canicule, alors un immense feu de forêt dans la colline. Les illustrations sont vraiment à couper le souffle pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Puis, face à ce drame-là, eh bien, le jeune garçon et la voisine vont vivre un moment en union. Et ça va changer le cours de leur été. Heureusement, le tout a été éteint. Alors, c'est vraiment bien écrit, les phrases sont longues, le texte est riche. C'est vraiment une belle œuvre à découvrir. Ensuite, Il était une forme aux éditions Maison Georges. Alors, ici, on est face à un conte très étrange. C'est vraiment du jamais vu. En fait, tous les personnages sont représentés par des formes géométriques. À commencer par le roi et la reine, ici. Puis, le royaume, c'est le royaume de Pointu-Droit-Dur, oui, de Pointu-Droit-Dur. Alors, pour le roi et la reine, tout ce qui compte, c'est d'avoir de belles lignes droites, d'avoir des angles bien pointus. Alors, c'est vraiment un royaume où la rondeur n'est pas la bienvenue. Donc, ici, on nous présente différents personnages du royaume. On annonce aussi au début que le roi et la reine ne peuvent pas avoir d'enfants et n'ont donc aucun successeur. Mais en fait, c'est complètement faux. Ils ont déjà beaucoup d'enfants, mais chacun de leurs enfants a des formes ondulées. Alors, le roi et la reine vont renier tous ces enfants. La reine va même aller jusqu'à les amener dans la forêt pour les abandonner aux mains d'une fille qui va s'occuper d'eux. Parce qu'après avoir tenté de les placer dans des matelas en forme de moule pour essayer de les reformer de façon plus droite, ils n'auront vraiment pas réussi à avoir ce qu'ils souhaitaient. Donc, la fée chez qui tous les enfants arrondis iront vivre donne en échange à la reine la possibilité d'avoir un enfant et la reine aura un enfant parfait, une jeune fille nommée Triangle. Alors quel bonheur pour le roi et la reine, c'était vraiment l'enfant souhaité. Ensuite, on va tenter de marier Triangle avec un compagnon tout en droiture. Et je vous laisse découvrir la suite de cette œuvre rocambolesque. Mais ce qui est vraiment intéressant, bien entendu, c'est qu'on a des notions de géométrie à l'intérieur de ce livre-là, autant les angles que les formes. On a aussi beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'adjectifs. Puis on a une morale qui amène beaucoup de réflexion. Donc c'est une œuvre tout en poésie, tout en étrangeté. Vraiment quelque chose à découvrir. Je termine avec Mémoire, ma maison aux éditions La Bagnole. Donc, un autre recueil de poésie illustré par Roger. Cette fois-ci, ce sont des personnes âgées qui vont écrire des poésies sur leur enfance. Alors, c'est vraiment sublime. On a les portraits de ces différentes personnes-là, fait par Roger. Donc, ça serait intéressant à comparer avec toutes les autres œuvres de cette collection-là, où on a toujours les poésies écrites par des enfants. Donc ici, on dit que c'est des poèmes d'anciens enfants. Voilà, alors merci pour votre écoute et je vous dis à l'année prochaine. Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des livres de la catégorie intermédiaire primaire pour le mois de décembre. Donc, le premier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Scordatura, des éditions Pulp Fiction, de Madame Floriane Turmot. Donc, on peut le deviner assez facilement à sa couleur, c'est un roman d'horreur. Qui est assez dense et qui a d'ailleurs beaucoup d'images en noir et blanc. On joue beaucoup sur les clairs-obscurs et c'est vraiment excellent pour cette raison-là. On est dans une logique de violon maudit. Donc on a un personnage, on a Saomé,
qui est violoniste, est un personnage qui est vraiment introverti, qui souhaite pas trop faire de vagues à l'école et qui a pourtant un immense talent en violon. Et elle souhaiterait en avoir un meilleur étant donné que le sien est pas tout à fait convenable. Et il se trouve qu'en allant chez sa grand-mère pour faire le ménage, sa grand-mère, elle est décédée, elle avait un violon dans un caisson et il est noir, il est fameux, il a un super son et mon Dieu, mais ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser pour mes cours, qu'elle peut se dire. Et en fait, ça commence à dégénérer à partir de ce moment-là. Le violon semble animé d'une possession qui est un peu paranormale, disons-le, donc on nage dans l'ésotérisme. Et plus ça va, et plus elle a des visions, des visions... ah oui, c'est ça. Quand elle fait du violon, elle imagine des scènes, et c'est souvent des scènes de nature, mais quand elle a le violon, c'est des scènes de chasse. Donc déjà, on rentre dans quelque chose d'un peu plus violent. Et elle se dit, mon Dieu, mais c'est pas moi, je me comprends pas. Et effectivement, c'est le violon. Et là, l'histoire, c'est de comprendre qui est en arrière de ce violon-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça. Et clairement, ça a un lien avec sa grand-mère, qui était elle-même violoniste, et un certain jeune homme, Bucky, qui était amoureux d'elle. C'était un personnage qui est très, très sombre, quelqu'un qui avait été rejeté, mais qui avait également des tendances un peu violentes, disons-le. C'est un personnage qui est légèrement sociopathe. Mais n'empêche, ce serait un petit peu le motif de l'histoire en arrière, un amour qui était toxique, qui a été mal pris, mal compris, et qui finalement a peut-être même causé le décès du jeune homme, qui a ensuite pris possession du violon. Donc vraiment, on est dans quelque chose de très très obscur, mais c'est quand même très très bien. C'est glaçant à souhait, l'idée de la musique, on va parler aussi de différents cours, donc on va parler des gammes. On a d'ailleurs un petit manuel ici, on le voit, pour apprendre les différentes parties du violon. Donc c'est vraiment très original, un ode aussi à la différence, à l'ouverture, le fait que être weird, c'est être original finalement. Donc j'ai bien aimé le message. Donc ceux qui aiment le volet horreur autour du 3e cycle, celui-là. Ironiquement, je sais que celui-là aussi ressemble à un roman d'horreur, mais en fait, ce n'en est pas un. C'est L'étrange manoir de Horder Hill, qui était à l'origine un roman anglais, qui est même devenu un film dans son pays d'origine, qui a été écrit cependant par des Australiennes. Et comme je vous dis, c'est pas vraiment un roman d'horreur, c'est plus un roman de mystère et qui, ironiquement, malgré la couverture, est un roman qui se passe à la période de Noël. Donc, pour ceux qui cherchent un petit livre pour leurs petits-enfants. On est dans un manoir, donc un manoir avec ses mystères, on en a déjà vu dans d'autres romans. On a deux personnages, on a Spencer et Heidi. Bien prononcé Heidi, c'est pas Heidi. J'ai dû aller faire des recherches pour le nom parce que je ne savais pas comment le dire à ce moment-là. Donc, on a un duo, 11 ans, 8 ans, grande sœur, petit frère, qui vont aller voir leur grand-père. Et ce grand-père-là était un prestidigitateur, un illusionniste, qui était excellent, qui était reconnu à travers le monde. Et malheureusement, un numéro a tourné au drame. Il a fait disparaître son assistante, qui est aussi accessoirement son épouse. Donc, la grand-mère des deux enfants. Et c'est devenu un mystère dans la famille. On a même soupçonné le mari. Et ensuite, on a atteint une sorte de statu quo pendant des années. Et on comprend dans le fond que John, le magicien, fait un peu d'amassement compulsif. Il amasse des objets, on ne comprend pas trop pourquoi. Il va avoir des objets partout à travers le manoir. Mais ces objets-là sont en réalité magiques. Toutes sortes de formes de magie. On a de la magie d'éléments, on a de la magie d'illusion, on a de la magie sorcellerie, on a des objets qui sont doués de vie. C'est vraiment chouette, on a une belle panoplie de magie ici. Et évidemment, on a la magie de scène aussi. Les deux enfants vont réaliser très vite qu'il y a une présence dans le manoir qui les interpelle et qui leur demande de la trouver. Ils pensent que c'est leur grand-mère, mais en même temps, ça pourrait être aussi une autre entité. Donc, il faut dans un premier temps découvrir qui parle et ensuite, comment est-ce qu'on la sort du manoir finalement. Il va y avoir toutes sortes d'objets, toutes sortes de personnages qui vont venir en aide aux deux enfants pour les aider dans leurs tâches. Évidemment, il va y avoir une entité un peu plus maléfique qui va leur mettre les bâtons dans les roues, mais qui va malgré lui en fait les aider. Fait que c'est vraiment très fun, c'est très addictif, j'ai été vite embarquée dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, les personnages sont vraiment très très beaux, il y a plein d'objets très créatifs, fait qu'on est dans un contexte connu, mais malgré tout assez différent dans son genre, donc je vous invite à aller le voir, c'est vraiment chouette. On a ensuite La guerre d'Emilien, qui est un tout petit livre, comme vous voyez ici, qui est partiellement réel. En fait, je vous explique pourquoi. Les images sont celles de Georges Bruyère. Et c'est un artiste, à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui a véritablement été mandaté pour faire des images. Au début, c'était vraiment pour tromper l'ennui quand il était lui-même soldat. Et ensuite, c'est le ministère des Beaux-Arts qui l'a envoyé spécialement avec d'autres artistes
pour illustrer la guerre à l'époque. Donc, Georges Bruyère a fait toutes sortes d'images, des aquarelles, des dessins au gros trait, donc des gros traits noirs pour illustrer très sobrement la guerre. On a vraiment toutes sortes d'affaires, des scènes du quotidien, la difficulté qu'on avait de vivre dans les tranchées, la mort aussi. On parle vraiment de tous les thèmes. Fait que ça, c'est pour Georges Bruyère pour les illustrations. Finalement, c'est une autrice qui s'est intéressée à ça, qui a fait la petite histoire que vous avez ici avec Émilien. C'est épistolaire, donc c'est un ensemble de lettres qui se suivent, qu'il adresse à sa femme, Madeleine. Et à travers le récit, on comprend que, bon, au début, comme tous les soldats, ils étaient contents d'aller faire la guerre. La Première Guerre mondiale, c'est vraiment amorcé comme ça. C'était la joie, on allait se battre contre les Allemands. Mais on a vite déchanté quand on a vu qu'en fait, on était dans des tranchées, on était face à l'ennemi et personne ne pouvait bouger. Et là, on avait un no man's land qui a été départagé. On prenait un mètre, on en perdait un autre. Et mon Dieu, on perdait des gens à travers tout ça. C'était vraiment terrible. Et c'est à travers ces lettres-là qu'on va comprendre un peu le contexte. On voit aussi que Madeleine, elle est enceinte. Donc, à chaque fois, ben, j'espère que tu vas bien, prends soin de toi. Il y a un enfant aussi. C'est vraiment facile à lire et pourtant ça illustre vraiment avec assez d'ampleur qu'est-ce qui se passe à l'époque. Mais pour quelqu'un qui veut juste, mettons les jeunes enfants qui veulent comprendre un peu ce que c'est, ça peut être vraiment très très bien. Mettons la 4e année, ça serait vraiment très bien. On a vraiment beaucoup apprécié et on a rarement des livres sur la Première Guerre. C'est plus la 2e normalement qui est plus interpellée. Donc je vous invite à aller voir ça de plus près. Les Inventeurs et l'Étoile de la Victoire, je n'ai pas fini, mais je dois avouer que je suis vraiment dedans, c'est vraiment chouette. Vous l'aurez un peu deviné avec la couverture, on a un très léger steampunk dedans, on a des automates, et en fait c'est assez logique quand on regarde le personnage que vous avez ici, qui est en jaune. C'est pas n'importe qui, c'est Ada Lovelace, c'est la... Mon Dieu, c'est un génie, en fait, qui a réellement existé. Elle est décédée à 37 ans. Elle avait des problèmes de santé. Mais c'était... on dit que c'est la mère de l'informatique. C'est quelqu'un qui a pensé que les ordinateurs allaient avoir de l'importance plus tard. C'est vraiment quelqu'un de génial. Elle avait une douance en mathématiques. C'est une fille qui avait une... C'est ça, elle avait des particularités, disons, à ce niveau-là. Et c'est un peu l'héroïne du récit, malgré le fait qu'on est avec un personnage, le personnage masculin qui est ici, George, qui est le 3e Lord de Devonshire. C'est lui qu'on suit au début, mais Ada est quand même très importante. Il nous explique au début que George est atteint d'une malchance quasi chronique. C'est vraiment très drôle, si on veut, parce que tous les personnages sont un peu morts autour de lui, ses parents pour commencer, dans des situations un peu loufoques. Et à cause de ça, il veut pas quitter sa demeure, parce qu'il est trop malchanceux, il a peur que ça porte la poisse aux autres personnes autour de lui. Donc il a 12 ans au moment où on le rejoint. Il est obligé de vendre des objets parce que son père, qui était joueur, a laissé des dettes. Et on arrive au moment où le dernier objet de valeur qu'il a, c'est une carte. Et cette carte-là pourrait le mener à un joyau qui s'appelle l'Étoile de la Victoire. D'où le titre. On comprend que Ada, de son côté, qui est sa voisine d'en face, elle sait qu'il y a une organisation malveillante à travers l'Europe qui a mainmise un petit peu sur ce qui se passe et ils volent cette étoile-là. Donc, ils ont tenté d'aller voler la carte. Et Ada s'en est rendu compte et elle essaie de mettre en garde George contre ça, mais malheureusement, lui, un petit peu snob, un petit peu... elle est particulière, cette fille-là, donc il la prend pas au sérieux. Et pourtant, il n'y aura pas vraiment le choix. La carte est volée une deuxième fois, on la récupère une deuxième fois, et là, on n'a pas le choix, on doit aller la récupérer. Pourquoi? Parce que en rentrant à la maison, George s'est rendu compte que son majordome, qui est muet, que j'adore d'ailleurs, qui est vraiment très drôle, a été kidnappé. Donc, ils n'ont pas le choix d'aller récupérer l'étoile, et ils vont aller la récupérer avec les inventions d'Ada qui est ici. Justement, on a le fameux corbeau qui vole. Fait à préciser, effectivement, Ada Lovelace, elle voulait créer une machine volante. Donc, c'est vraiment un livre qui est bâti sur « Et si Ada Lovelace avait existé et qu'elle est en santé, qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire à l'enfance? » Fait que l'auteur, c'est ce qu'il explique à la fin, lui donner l'aventure, une aventure digne d'elle, finalement. Fait que c'est vraiment très bien, c'est très bien écrit, c'est très original. On a des personnages qui sortent clairement du lot. J'ai trop rarement des personnages féminins qui sont scientifiques d'esprit, qui aiment les mathématiques et qui sont créatives à ce point. C'est vraiment rare. Donc vraiment, c'est mon petit bijou pour ce mois-ci. C'est vraiment à voir. Il est possible qu'il y ait une suite. C'est pas certain, mais la fin invite à une ouverture. La prophétie de Béatrice. La couverture, je ne l'ai pas aimée, mais en même temps, je la comprends. L'art du Moyen-Âge, c'était un art qui était un peu naïf. Donc, j'aime le fait que ça l'ait repris ici. Donc, on est au Moyen-Âge.
On est un peu plus ça ressemble à un conte en fait. On parle de Béatrice qui est ici. Je vais vous expliquer le contexte avant. On est dans un monastère, on est avec le frère Éric. Et le frère Éric nous explique que dans ce monastère-là, tout le monde sait lire et écrire, et il y a une raison. Lorsqu'ils perçoivent des messages de l'au-delà, ils l'écrivent et ça devient une prophétie. Et il y en a une qui concerne Béatrice. Et c'est d'ailleurs le frère Éric qui l'a écrite. Ce frère-là, il est très sensible, c'est un beau personnage, il a un œil un peu fou et on nous le décrit comme étant quelqu'un d'un peu... c'est quelqu'un d'anormalement créatif pour son époque. Donc même lui, il est très sorti des stéréotypes et ça fait vraiment du bien. Et c'est lui qui va découvrir Béatrice, elle avait à peu près 10-12 ans. Et elle était dans une étable avec Angelica. Angelica qui est un personnage très important qui est ici, c'est l'âne en fait. Angelica, elle est particulière parce qu'elle est, je dirais, plus intelligente que la majorité des personnages humains de l'histoire. Et normalement, quand elle a un mauvais feeling à propos de quelqu'un, elle va tout simplement aller le catapulter la tête en premier et elle l'éjecte au loin. C'est vraiment très drôle, c'est très comique. Et tout le monde pense que cette âne-là est un peu possédée. Mais non, c'est simplement qu'elle est très intelligente et très intuitive. Et c'est l'âne qui va prendre soin de Béatrice sur son lit de convalescence. Elle est malade, on ne sait pas trop d'où elle arrive et en plus, elle n'a pas de mémoire. Par contre, elle sait lire et écrire. Et c'est ce qu'il faut expliquer. Au Moyen-Âge, l'écriture et la lecture étaient vraiment spécifiquement réservées aux moines et aux élites, donc les nobles. Et encore là, jamais les femmes. Les femmes ne pouvaient pas lire et écrire, c'était proscrit. Et pourtant, on a Béatrice ici qui sait faire l'un et l'autre. Donc, quand on réalise qu'elle a ces aptitudes-là, tout de suite, on se méfie, on se dit, mon Dieu, peut-être que Satan est en arrière de tout ça. Donc, il faut qu'elle quitte le monastère, on ne veut pas qu'elle reste. Et effectivement, elle va prendre la route parce que, justement, bon, d'un, il y a la prophétie, mais également, elle doit aller écrire la confession d'un chevalier qui mourra dans le village. Et c'est terrible parce que c'est ce chevalier-là qui a assassiné sa famille en réalité. Donc là, on commence à voir un petit peu les fils se tisser. C'est vraiment une fresque de personnages qui vont converger ensemble et qui va finir par donner la fin. On comprend aussi qu'il y a un roi dans cette histoire-là qui est clairement la marionnette d'un autre personnage qui interprète les prophéties comme il le veut bien. Les prophéties lui servent. Et c'est un peu ça, je dirais, le message. Les prophéties sont bien ce qu'on veut en faire, en fait. Fait que c'est vraiment une belle histoire, une jeune fille qui est très débrouillarde à sa façon, qui a un brillant avenir devant elle parce que, mon Dieu, elle a plein d'aptitudes superbes. Il y a des beaux personnages qui vont s'articuler autour d'elle. C'est vraiment très doux. Étonnamment, oui, ça peut sembler violent, les personnages assassinés, mais c'est vraiment très doux. C'est écrit aussi de façon très aérée. On regarde le texte, vraiment beaucoup de place. Il y a des images aussi. Avec vraiment une belle petite trouvaille, ça fait différent. Et en même temps, ben, c'est ça, Kate DiCamillo a écrit des très beaux livres aussi, donc ça ne m'étonne pas d'elle. Et le petit dernier, La Belle Jeannette. Pour ceux qui connaissent les films des années 80, il y a le film Splash qui lui ressemble beaucoup, qui est arrivé en 1984. L'histoire d'une sirène, dans le fond, qui arrive dans notre monde et un petit peu qu'est-ce que les scientifiques en feraient. On est un peu dans la même logique ici. Donc on a Lily, qui est fille de pêcheur. C'est très rare que j'ai un enfant féminin qui aime la pêche, donc c'est vraiment chouette. Et elle veut devenir comme son papa un jour, elle veut faire de la pêche. Et elle trouve que la pêche est un peu comme une chasse au trésor. Chaque fois qu'on a un filet, on a plein de poissons dedans et c'est le fun de voir quelle sorte est-ce qu'on a. Et un jour, ben, ils ont pêché une sirène. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Elle est blessée, si on la remet à l'eau, les requins pourraient la manger, mais si on la garde, il y a peut-être des gens mal intentionnés qui pourraient lui nuire. On a un dilemme, mais finalement, le capitaine du bateau, le père de Lily, va statuer, on la garde, elle est blessée, on va en prendre soin, mais on va la cacher. Malheureusement, ça va pas rester comme ça parce que la sirène, elle fait des vocalises la nuit qui s'apparentent à un chant de baleine et donc elle appelle les siennes plutôt. Et c'est un peu comme ça qu'on va la trouver. Et là, on peut facilement comprendre aussi, il y a un scientifique qui a été appelé par le père de Lily qui devait être un bon monsieur et qui finalement, il a un peu pris la grosse tête. Donc, la pauvre Jeannette va devenir vraiment une bête de foire. Pour la science, au début, c'est ce qu'on dit, on va prendre des données sur elle, essayer de voir répertorier une nouvelle espèce, mais rapidement, ça devient un show. Qui va l'avoir? Il y a même des pays qui sont prêts à la Chine notamment, qui est prête à la payer 3 pandas. Et finalement, c'est les Américains, en fait, qui vont avoir le prix pour cette sirène-là. Mais avant que ça arrive, Lily a bien compris, elle était amie avec la sirène, et elle comprend qu'il y a un enjeu, on ne peut pas la laisser
dans son bac, c'est une personne quand même, c'est un animal, elle a des besoins. Sa place est dans l'océan. Et c'est elle qui va investiguer, dans le fond, elle va faire le mot ne vient pas. Un sauvetage, voilà. Elle va organiser un sauvetage pour emmener, dans le fond, Jeannette, de son petit nom, dans l'océan avec ses amis. C'est très audacieux, c'est très rigolo. Mais j'aime bien tout l'aspect de l'environnement qui est dedans. Et finalement, d'ailleurs, Lily, elle va revoir sa position. Elle va dire non, finalement, pêcheur, ça ne me revient pas. Je vais devenir vétérinaire marine. Je vais me spécialiser dans la biologie marine. Il y a plein de beaux messages et c'est vraiment cute. C'est l'histoire d'une amitié aussi qui s'est bâtie entre les deux. C'est vraiment très très court en fait. On le voit, c'est un tout petit texte. Et d'ailleurs, la page couverture, comme les autres membres du Grand Bain, vous pouvez retirer la couverture, c'est un poster. C'est vraiment vraiment beau. Je vous invite à le regarder. Donc, ça conclut ma partie pour moi. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une belle année avec vos proches. Et on va se revoir, pas le mois prochain parce qu'on va être en pause, mais l'année prochaine. Donc, prenez soin de vous.